Merci au jury d'être présent et d'avoir vu son travail. Merci à mon directeur de thèse pour ces ajouts de suivi. Donc, comme dit dans le titre, je vais m'intéresser au dépistage de l'apnée du sommeil en soins primaires et notamment au moyen d'un questionnaire particulier. Donc, tout d'abord, un petit peu d'histoire. Le syndrome de Pickwick a été décrit dans les années 1800 en référence à l'ouvrage de Charles Dickens, associant une obésité, une hypersomnolence, une hypoventilation, une insuffisance cardiaque, et correspondait, considérée comme une atteinte sévère à l'heure actuelle. Cette pathologie a ensuite été étudiée par différents médecins au cours des années 60 et 70 pour au final être caractérisée comme une pathologie propre à part entière. Avec une prévalence actuellement dans la population générale d'environ 2 à 4% chez les femmes et 4 à 6 chez les hommes. Des manifestations respiratoires dominées par les manifestations et les ressentis nocturnes avec un ronflement plus ou moins présent, des apnées constatées ou non ou ressenties même par la personne et constatées par l'entourage, une sensation de sommeil non réparateur, et des manifestations extra-respiratoires correspondant essentiellement à la fatigue et à la baisse de performance cognitive, et des conséquences dominées essentiellement par le domaine cardiovasculaire et traumatologique, par somnolence et faute d'attention. Alors, nous nous sommes intéressés à l'apnée du sommeil et aux moyens de mieux la dépister. Et la question de recherche qui en est sortie, c'est est-ce que l'usage d'un test de dépistage permet d'améliorer le diagnostic. Donc notre travail initial est parti du fait de vouloir apporter un outil simple aux médecins généralistes, comme le conseil et les recommandations de la Société de pneumologie française dans ses recommandations de 2010, d'utiliser un questionnaire sans en conseiller un en particulier. Ces questionnaires de dépistage sont souvent méconnus au profit de l'échelle de somnolence Epworth qui, comme le dit son propre nom, n'évalue que la somnolence, qui n'est présente que dans 50% des atteintes par apnée du sommeil, alors que ces questionnaires de dépistage évaluent une probabilité a priori d'atteinte en se basant sur les symptômes et l'association qui peut être faite entre elles. Pour présenter un intérêt en médecine générale, ces scores doivent être pertinents vis-à-vis du domaine, à savoir des sensibilités, spécificités mesurées et validées dans ce cadre-là, être simple à effectuer avec un score le plus discriminant possible, simple à calculer. Alors, les 3 questionnaires qui ont été retenus sont les questionnaires de Berlin, le questionnaire Stockbang et le questionnaire Simple for Variable. Skimming Tool que je nommerai Simple for Variable pour une question de simplicité. Donc, le questionnaire de Berlin qui présente des performances diagnostiques avec une sensibilité en fonction des études allant de 43 à 54% et une spécificité de 79 à 86%. C'est un questionnaire relativement simple à utiliser, qui base essentiellement sur le ronflement et ses caractéristiques, sur la fatigue ressentie par le patient et sur les terrains et facteurs favorisant la survenue d'une apnée du sommeil, avec un calcul de score qui se fait relativement simplement, considérant le patient comme positif si 2 des 3 catégories sont positives. Le questionnaire Stockbang, qui présente des performances avec une sensibilité de 87 à 92%, une spécificité de 43 à 60%, qui est un questionnaire développé récemment, dont le nom est un acronyme des items qu'il compose, à savoir le ronflement, qui se dit snoring en anglais, de la fatigue, tiredness, T, observe donc des pauses ou apnées observées ou ressenties, P pour la pression artérielle, B pour le BMI, l'IMC en français, A pour l'âge, N pour le tour de cou, neck en anglais, et G pour le genre, le sexe masculin. Je reviens sur le calcul du score qui est très simple lui aussi à faire, à savoir le score est donné par le nombre d'items positifs.
et le questionnaire Simple for Variable, avec des performances de sensibilité de 25 à 41% et une spécificité de 90%, à savoir qu'il a été très peu étudié. Seulement 2 études ressortent de la littérature, donnant des chiffres à peu près correspondant à ça. Il se focalise uniquement sur le sexe, l'IMC, les chiffres de tension artérielle et la présence d'un ronflement, et le score s'obtient au moyen de l'équation qui est écrite en bas, qui est relativement compliquée, visiblement assez compliquée à mettre en application dans le cadre de la consultation de médecine générale, car elle nécessite de garder une feuille ou un moyen de le calculer en permanence. Donc l'objectif de notre travail était de rédiger un protocole d'étude d'un questionnaire pour étudier justement ce dépistage et l'intérêt qu'il pourrait en avoir. Et il nous a amené à évaluer en premier lieu le temps nécessaire au remplissage de ce questionnaire et à réaliser une étude préliminaire qui a été rendue par 10 médecins généralistes. Alors il leur a été demandé de remplir les 3 questionnaires au cours de 3 consultations différentes et de chronométrer le temps que cela leur nécessitait. Donc l'objectif était justement de sélectionner un questionnaire parmi les 3, et il en est ressorti que, en se basant sur les temps moyens, les questionnaires Stockborn et Simple for Variable étaient plus rapides et montraient une possibilité d'utilisation plus intéressante en cours de consultation. Il s'est trouvé que c'est le questionnaire Stockborn qui a été retenu du fait qu'il présentait plus d'avantages que le questionnaire Simple for Variable, notamment prenait en compte plus de paramètres, prenait en compte la présence d'une hypertension, mais aussi d'un traitement qui aurait pu la normaliser. Il a été bien plus utilisé dans différents domaines autres que la médecine générale, alors que le Simple for Variable a été très peu étudié. Nous amenons à rédiger un protocole qui était l'objectif principal de notre travail, à rédiger ce protocole-là en répondant aux critères PICO, avec l'objectif d'évaluer la pertinence clinique du dépistage de l'apnée du sommeil, justement en soins primaires, donc au moyen de ce questionnaire Stockbank, avec un objectif secondaire de permettre de calculer les paramètres extrinsèques, justement, dans ce cadre de population. Donc, ce protocole se décompose en une première étude principale, qui avait pour objectif d'évaluer l'apport de ce dépistage. Alors la population d'études, à savoir les médecins et patients, les médecins voulant répondre à un objectif d'étude vraiment en soins primaires, les médecins qui participeront à ce protocole seront des médecins généralistes, aussi bien pour les médecins réalisant la polygraphie ventilatoire que les médecins recrutant les patients. Les patients seront des patients recrutés par leur médecin traitant, auquel il sera proposé de répondre au questionnaire Stockbank, et donc ce sera des patients avec questionnaire positif dans ce programme d'étude. Et donc, comme dit précédemment, l'outil d'enregistrement du sommeil, ce sera la polygraphie ventilatoire réalisée en soins primaires pour des soucis techniques de réalisation de l'étude. Alors, il se trouve que c'est une étude de saisie expérimentale de type avant-après, et c'est ce design-là qui a été choisi plutôt que de comparer à un bras témoin, car il semblait peu éthique de comparer à un bras de patients qui auraient pu présenter une apnée, ne pas les enregistrer ou ne pas les prendre en charge. Donc, ce projet de protocole a pour but d'être mis en application par un interne du département de médecine générale pour réaliser sa thèse d'exercice. Il est entièrement décrit en annexe de la thèse pour toutes les étapes. Les étapes principales de composants seront donc le recrutement des médecins généralistes réalisant les enregistrements, des médecins généralistes proposant le questionnaire aux patients, des patients, d'enregistrer les patients qui auront accepté de participer à l'étude et de les prendre en charge de façon adaptée au résultat de l'enregistrement. Il se trouve qu'après l'enregistrement, l'interne en charge de la réalisation du travail devra même recontacter les patients une première fois, immédiatement avant l'enregistrement,
pour remplir ce qu'on appellera le QSQ, le Québec Sleep Questionnaire, qui est un questionnaire développé dans le cadre de l'apnée du sommeil pour évaluer le retentissement, le ressenti sur la qualité de vie, l'impact sur la qualité de vie de l'apnée du sommeil. Donc ce questionnaire servira et sera rempli au moment du dépistage et 3 mois après pour en mesurer l'évaluation avec les valeurs qui seront analysées au moyen d'un test de student sur des patients appareillés pour des données de type avant-après. Et en parallèle, nous profiterons de ce recrutement de patients avec questionnaire positif pour mener une étude secondaire dans le but justement de déterminer les performances extrinsèques du questionnaire Stockband en soins primaires en proposant à des personnes chez qui une apnée du sommeil ne serait pas suspectée, donc chez qui un questionnaire serait négatif, de prendre part à cette étude et de leur proposer à eux aussi une polygraphie ventilatoire pour par la suite comparer les résultats de ces enregistrements aux résultats d'enregistrement des questionnaires positifs. Donc cette étude sera une étude de type diagnostique métrique menée sur une population issue des soins primaires. Donc là, on est revenu surtout sur la force et les aspects novateurs du protocole, à savoir qu'il soit mené intégralement en soins primaires et qu'il fasse appel à des enregistrements de questionnaires positifs, mais aussi et surtout à des enregistrements de questionnaires négatifs, ce qui est une première, on n'a pas retrouvé en soins primaires d'études publiées évaluant ces deux points-là, à savoir la pertinence clinique du dépistage et quel apport cela pourra avoir sur les patients, et les performances extrinsèques du questionnaire dans ce cadre des soins primaires, permettant de calculer donc sa valeur prédictive négative et sa valeur prédictive positive. En conclusion, ce protocole permettra d'apporter un avis sur l'intérêt que pourrait présenter un dépistage plus ou moins systématisé réalisé à la base en soins primaires, de déterminer les paramètres extrinsèques du questionnaire Stockband et de suivre les recommandations de la Société de pneumologie, à savoir de permettre aux médecins d'avoir un outil validé en soins primaires pour réaliser ce dépistage et de savoir sa validité dans ce cadre-là. Car le questionnaire Stockband présente plusieurs avantages, à savoir qu'il est relativement simple à mémoriser, relativement simple à transcrire et présente un bon moyen de mettre les points évidents, notamment dans les courriers d'orientation pour demande d'enregistrement aux spécialistes. Je vous remercie. Présentation, c'est vraiment très intéressant, mais moi j'ai trop de questions, hein, donc je vais essayer de me limiter au sujet. D'abord le choix du Stockband, comment ça vous est arrivé là? Ça vous est tombé dessus le Stockband, vous l'avez trouvé comment? Par Internet. D'accord. Initialement, c'était le questionnaire de Berlin qui était envisagé. Et puis, au final, on a élargi un petit peu à d'autres questionnaires. Le questionnaire Stockband qui est arrivé était relativement nouveau au moment où j'ai commencé ma thèse. Ça fait 3 ans et demi que je l'ai envisagé. Et quand je l'ai lu, j'ai vraiment adhéré par sa simplicité d'utilisation, par le fait qu'il explore vraiment plusieurs paramètres intéressants dans la du sommeil, justement. Oui, c'était pas une question innocente. En fait, c'est un score qui a été développé par des anesthésistes. Et on sait tous, hein, notamment à l'hôpital, que quand on a des dossiers compliqués, des dossiers extrêmement lourds, avant on avait des dossiers papier, quand on doit donner des avis sur des patients qui ont 3 ou 4 gros dossiers qui ont été rescotchés plusieurs fois, voilà, c'est très 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 dur. Et moi ce que je fais, c'est que je cherche. Alors, à une époque, ça avait une couleur, hein, les avis des anesthésistes. Pourquoi?
parce que c'est médico-légal et c'est simple. C'est vraiment simple. Sur une feuille, vous avez 10 à 15 kilos de dossier. C'est impressionnant. Et ce questionnaire StopBank, il a été développé par des anesthésistes, et effectivement, c'est un questionnaire particulièrement pertinent. Donc, bravo, parce que si vous n'aviez pas d'idée préconçue, d'avoir fait cette étape de recherche bibliographique pour savoir quels étaient les questionnaires, entre guillemets, sur le marché, bravo d'avoir ciblé celui-là. Alors après, j'essaye de ne pas vous poser trop de questions quand même. Vous parlez de la polygraphie ventilatoire, qui, si j'ai bien compris, va être réalisée en ambulatoire, en ville. Et comment vous envisagez la lecture, l'analyse de ces polygraphies ventilatoires? Par le médecin généraliste qui les aura réalisées dans ce cadre-là. D'accord, ce sont des médecins qui ont été formés. Qui ont normalement été formés et qui sont référencés sur les sites de la sécurité sociale comme effectuant cet acte habituellement. Donc a priori, ce sont des médecins qui ont le diplôme. Oui. D'accord. Ok. Et donc l'idée, c'est de valider d'abord ce StopBank et ensuite, si j'ai bien compris l'objectif de l'étude, de faire appliquer, ou en tout cas de développer le StopBank en soins primaires pour, dans un second temps, adresser directement aux centres, aux médecins spécialisés pour le suivi et la prise en charge. Pas bien saisi la question. C'est-à-dire que vous ne passez pas, une fois que vous avez validé votre questionnaire StopBank, par la case polygraphie ventilatoire avant d'envoyer aux médecins spécialistes. D'accord, ok. Moi, je pense quand même que pour l'analyse des tracés, alors j'imagine que ça va se faire avec plusieurs lecteurs. D'accord. Ok, donc vous avez déjà verrouillé cet aspect méthodologique. Sélectionner justement plusieurs médecins qui seraient en charge des enregistrements et notamment de les recruter avant les médecins qui proposent un questionnaire à leurs patients, parce que ces médecins proposant un questionnaire seront recrutés en fonction de la zone géographique des médecins enregistrants. D'accord, mais ma question c'était plus, vous allez comparer les analyses de plusieurs médecins diplômés du sommeil pour vous assurer de la validité de votre outil. Pas un point qui était Parce que, si vous voulez, les tracés, alors ça dépend, vous l'expliquez très bien dans votre manuscrit de thèse. Ça peut dépendre du patient, hein, de la compréhension du patient pour les branchements. Ça peut dépendre de tout un tas d'événements qui peuvent se passer dans la nuit qui font que le tracé va être utilisable ou pas. Bon, je vous épargne d'autres types de détails, mais ça va dépendre aussi de la formation du médecin qui va lire ces polygraphies ventilatoires pour détecter des anomalies qui vont pouvoir avoir une influence sur, au total, hein, ce qui va ressortir, c'est l'index d'apnée-hypopnée. Voilà. Mais il y a plusieurs situations où on peut mal quantifier cet index apnée-hypopnée, et c'est pour cela qu'il y a plusieurs types, et vous l'expliquez très bien dans votre manuscrit, plusieurs types d'enregistrement, allant de l'enregistrement simple à domicile jusqu'à la polysomnographie avec des tracés EEG pour repérer les stades de sommeil auxquels se passent les éventuels événements respiratoires comme des apnées, et surveillés par un personnel qui assure la qualité technique de l'enregistrement. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui va faire la force ou pas de votre étude.
quand vous allez valider ce stop bang, la puissance avec laquelle vous allez le valider, elle va beaucoup dépendre, à mon avis, de la qualité de la méthodologie, et notamment du, entre guillemets, gold standard. En fait, ce ne sera pas vraiment le gold standard, parce que ce n'est pas la polygraphie ventilatoire, c'est plutôt la polysomnographie. Donc il est vraiment important d'assurer cette validation de l'enregistrement. Donc ce que j'ai particulièrement apprécié dans votre manuscrit, c'est l'évolution l'évolution de l'anatomie, de la filière pharyngée, entre guillemets, au cours de l'évolution chez l'homme. Donc là, je vois des regards s'échanger. Pourquoi je dis que c'est extrêmement intéressant, et je pense que là, vous allez développer, bon, à mon avis, ça va être bien fait, hein, vu la qualité de votre manuscrit, comment vous préparez cette étude-là, vous allez donc avoir un questionnaire pour faciliter le dépistage, et comme vous l'avez bien écrit, faire que le diagnostic va être plus rapide et éviter les complications que vous citez très bien, hein, c'est parfaitement bien décrit. Accident cardiovasculaire, accident traumatique, hein, par défaut de vigilance. Mais dans ce chapitre-là sur l'évolution, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que on voit déjà la possibilité de jouer sur cette filière, et notamment chez l'enfant. Parce que ce que vous n'avez pas là écrit, mais peut-être que vous y avez déjà pensé, c'est que comme l'obésité dont on citait tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas de traitement de l'obésité, moi je ne suis pas un spécialiste, mais je travaille dans un centre intégré de prise en charge de l'obésité de l'enfant et de l'adulte, avec toutes les disciplines autour de ce patient obèse. Dieu sait si c'est important d'avoir une approche multidisciplinaire. Autant je sais que pour les apnées du sommeil, la question qui revient tout le temps, c'est docteur, quand est-ce que je pourrais arrêter cette machine? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Voilà. Bon, je ne vais pas vous décevoir avec la réponse qu'on peut apporter, mais ce qui est, à mon avis, très important, c'est au cours... Alors vous parlez de l'évolution au cours du temps, c'est parfaitement bien décrit, mais chez l'enfant, la détection, c'est pas encore très connu, mais la détection de tout ce qui peut favoriser, et tout ce qui peut favoriser, vous l'avez écrit, cette anomalie de la filière pharyngée, c'est à mon avis primordial, et ça devrait être un point de santé publique mis en avant qui ne l'est pas actuellement, sauf par des ergothérapeutes, des kinésithérapeutes spécialisés, des enfants qui peuvent avoir des malpositions dentaires, qui pour l'instant, et ça, à mon avis, ça va être un sujet très médiatisé, ne sont pris en charge que sur le côté esthétique. Et la prise en charge esthétique de cette... Je suis désolé, je fais un aparté, mais puisqu'on est là pour discuter de la santé publique, c'est le moment ou jamais. La prise en charge de ces dysfonctionnements, musculature de la langue, qui vont avoir un impact au fil du temps, la prise de poids aidant, la répartition des graisses aidant, l'inactivité physique dont on a parlé tout à l'heure. Moi, inactivité physique, c'est un fléau, c'est un vrai fléau qui peut expliquer beaucoup de ce que vous avez discuté tout à l'heure. Et à mon avis, c'est pas juste une question de dispositif pour la pratique du sport, c'est l'activité physique, ça n'a rien à voir avec le sport, c'est comment je me dépense, comment je fais que, avec une motivation ou pas, je vais dépenser, faire du muscle, parce que ce qu'il faut c'est faire du muscle en fait. Et le muscle, j'arrête de faire des digressions là, le muscle c'est aussi, et vous l'expliquez très bien, les muscles dilatateurs
des voies aériennes supérieures. Voilà. Donc, bon, je vais m'arrêter là. Les questions, vous avez bien répondu. Maintenant, tout ce qui est, je laisse mes confrères aller décortiquer tout ce qui est études de sensibilité, spécificité, valeurs prédictives positives, etc. Moi, je pense que vous avez vraiment fait un travail de grande qualité. Merci beaucoup de ce travail. On pourrait continuer effectivement ce débat très riche et vraiment dans la même veine, mais je vais être très court. Donc moi, je suis absolument convaincu aussi de l'intérêt de ce travail en médecine générale, la fatigue et l'hypertension étant des motifs extrêmement fréquents, et effectivement d'aller... derrière ça, aller aussi vers du dépistage. Je suis très sensible de faire du dépistage et d'aller regarder chez les gens qui se plaignent de rien. Donc je suis complètement convaincu par votre travail. Ça a été pour moi aussi très très intéressant à lire, à la fois effectivement sur le plan anatomique, physiopathologique, etc. Tous ces rappels, j'ai lu ça, j'ai trouvé ça très passionnant, tout à fait passionnant. La seule question que j'avais, c'était effectivement que vous avez évoqué, donc j'y connais rien, je ne suis pas spécialiste, c'est pourquoi effectivement dans un travail de recherche, choisir la polygraphie ventilatoire plutôt que l'examen de référence, la polysomnographie. Pour un souci financier. Parce que tous les questionnaires négatifs ne vont pas être négatifs. Ça sera la condition d'inclusion des médecins enregistreurs, c'est qu'on s'arrangera pour qu'il y ait à peu près deux patients avec questionnaire positif, donc relevant d'un enregistrement que la sécurité sociale ne pourrait pas contester, et donc de tarifer aux frais de la sécurité sociale des enregistrements de personnes avec questionnaire négatif, ça paraît complètement illogique. D'où le fait que nous soyons penchés vers la polygraphie ventilatoire pour recruter justement des médecins généralistes qui s'engageront dans la mesure du possible, et aussi pour eux à pouvoir tarifer deux enregistrements et de ne pas en facturer. Merci. Je suis d'accord, c'est très intéressant. J'ai eu un peu de mal, je t'avouerai, à lire ta thèse. Ta présentation en fait, des questionnaires était beaucoup plus claire à l'oral qu'à l'écrit. C'était très intéressant, mais il fallait vraiment une grande concentration pour pouvoir s'en les approprier. Étant sensibilisée par le SAOS dans la NSP où je suis justement, où on fait les polygraphies ventilatoires, j'ai trouvé toute la partie sur les recommandations de dépistage et de prise en charge du SAOS un petit peu longue aussi, mais c'est parce que voilà, je connaissais déjà une grande partie. J'ai trouvé une super bonne idée de reprendre le protocole en jaune, ça reposait les yeux, enfin je sais pas, voilà, j'ai trouvé ça voilà, joli et bien fait. Il y a juste une question, c'est dans la méthodo, vous demandiez à chaque médecin généraliste de remplir chaque questionnaire une seule fois au cours de 3 consultations différentes. Et j'étais obligée de relire plusieurs fois avant de m'imaginer, mais chez 3 patients différents. Voilà. Parce que j'ai pourquoi l'intérêt. Il y a juste cette petite information qui manque. C'était de remplir une consultation, un questionnaire. Et 3 patients. Voilà. Et puis voilà. Bon, je suppose que vous avez trouvé les personnes pour continuer. Pas encore. D'accord. Vous recrutez ou Oui. Non, parce que ça peut être intéressant de proposer. D'accord. On a suffi. L'essentiel a été dit, donc je te félicite aussi également pour la qualité du travail. J'apprécie, je suis surpris comme je découvre les choses, mais c'est bien, je trouve, ces idées de thèse à tiroir, où finalement un futur médecin va initier un travail qui après va être repris. Donc je trouve que la démarche est excellente parce que ça permet sur le long terme de s'approprier les sujets et d'améliorer nos connaissances. Donc je trouve l'idée excellente, je dis ça c'est pour ceux qui ont encadré, parce que nous on n'y pense pas, en tout cas dans la spécialité. L'idée, je la trouve super. Juste 2 petites remarques qui ne remettent pas en cause la qualité méthodologique, c'est que c'est marrant parce que moi, comme critère de jugement, entre un questionnaire qui va être 1 minute 30 à remplir ou 2 minutes 30,
je t'avoue que la différence sur le plan clinique n'est pas très sensible. J'aurais pris plutôt l'addition du médecin au questionnaire. Alors tu le dis, bien sûr tu le dis qu'évidemment il est facile à s'approprier, le calcul de ton score est facile, mais c'est plutôt sur ce critère de jugement que j'aurais choisi la sélection de mon questionnaire, puisque de toute façon, c'est la façon dont le médecin va accepter de s'approprier le questionnaire, puisque accorde-moi qu'une minute et demie ou 2 minutes et demie, enfin, je pense que au cours d'une consultation, c'est pas ça qui va faire la différence. Tu vois, donc, c'est le critère de jugement qui ne retire rien d'ailleurs aux conclusions, parce qu'effectivement, tout le monde est d'accord sur moi, c'est pas ma spécialité, mais sur la qualité de ce questionnaire. Mais c'est le délai de temps qui m'a un peu surpris. Voilà, et la deuxième, juste une petite remarque très rapide, n'oublie pas les femmes enceintes. Parce que c'est un problème existant chez les femmes enceintes, et il y a de plus en plus de littérature là-dessus, surtout que la progestérone favorise le rachement musculaire, et que ça pourrait être un facteur favorisant la prééclampsie, le retard de croissance. Certains ont évoqué même des morts fœtales utéraux, comme facteur explicatif, enfin des morts fœtales utéraux. Donc en réalité, il y a toute une population cible, fragilisée par la grossesse, il faut que le généraliste pense. Ça, pour le coup, j'ai un point ce qu'il y a, c'est qu'il y a des études du questionnaire Stop-Blanc justement sur cette population de femmes enceintes, et il s'est avéré que le questionnaire Stop-Blanc ne présentait pas un grand intérêt au final. Ah oui. Avec des résultats plutôt négatifs. D'accord. Je passe la parole au professeur Urbain qui t'a encadré. Là, on y est arrivé, Nathaniel. Hein. Bon, ça a été vraiment difficile, on ne va pas rentrer dans les détails. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, pas forcément de ton fait, qui ont rendu le trajet long et compliqué. Tu t'es pas départi ni de ta ténacité, ni de ta gentillesse pendant tout ce travail-là, et je t'en félicite vraiment. J'invite volontiers le professeur Bonnet à ce qu'on continue la discussion un autre jour sur effectivement le bras suivant. Quelques petites réponses. L'intérêt de la polygraphie ventilatoire, qui effectivement n'enregistre pas l'électroencéphalogramme, c'est qu'elle elle va être beaucoup plus discriminante chez des patients avec un haut risque a priori. C'est-à-dire que quelqu'un qui est vraisemblablement apnéique, il y a de très fortes chances que la polygraphie ventilatoire nous apporte la réponse. En revanche, chez quelqu'un qui soit est à faible risque, soit cumule avec d'autres troubles du sommeil, là, effectivement, le gold standard, c'est la polysomnographie. L'intérêt de la polygraphie ventilatoire, c'est qu'elle est beaucoup plus facile à faire en ambulatoire. Et surtout que là, on est parti sur une étude naturalistique. Donc, ce qui va nous intéresser, le critère principal de l'étude principale, c'est l'amélioration de la qualité de vie, d'où le Québec Sleep Questionnaire que tu es allé chercher et que tu as sélectionné. Et c'est pour ça que c'est ce critère-là qui va nous intéresser et que la polygraphie ventilatoire répond à quelque chose qui va être fait dans la vraie vie. Et c'est vraiment ça qui est le maître mot, je pense, du protocole que tu as élaboré, c'est que c'est quelque chose qui correspond aux pratiques réelles des médecins, d'où l'intérêt effectivement de gagner. Je suis d'accord, pas forcément très longtemps, mais ne serait-ce que quelques secondes dans une démarche de dépistage sur des consultations dans lesquelles, si on dépiste tout ce qu'on doit dépister, ça va durer très très longtemps. Donc avoir gagné ne serait-ce qu'une minute là-dessus, c'est tout à fait pertinent. Voilà, donc vraiment encore bravo pour être arrivé au bout et avoir fait effectivement, je pense, un bon travail. En présence des maîtres de cette école, de mes chers condisciples, et devant l'effigie d'Hippocrate, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent et n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Admis dans l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés, et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le crime. Respectueux et reconnaissant envers mes maîtres, je rendrai à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leur père. Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses, que je sois couvert d'opprobre et méprisé de mes confrères si je mens.